Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Thomas Eakins, 1844-1916. Les lutteurs, 1899. Huile sur toile, 152 cm sur 122, Los Angeles County Museum of Art. En 1898, Eakins commença une série de peintures d'après des photos de scènes sportives axées sur deux sports de salle en particulier, la boxe et la lutte. Il prenait lui-même ses photos et on sait qu'il était un photographe plutôt doué. Avant de commencer à peindre ce tableau célèbre, Eakins voulut observer soigneusement le sport qu'il allait peindre pour en saisir la posture la plus caractéristique. Il décida alors de se rendre au Quaker City Athletic Club, qui était le temple de cette discipline à Philadelphie, la ville où il enseignait le dessin. Il assista à plusieurs épreuves de lutte en salle avant de faire venir dans son atelier deux athlètes de son choix. D'accord. Point final. Et de les faire lutter devant lui à plusieurs reprises et à plusieurs semaines de distance, exactement comme il l'aurait fait avec des modèles, afin de déterminer quelle serait la position la plus intéressante à saisir. Nous sommes d'accord. D'accord, il ne me boudine pas, je ne suis pas boudiné. Eakins les photographia en action. La première photo date de 1895. Il s'agit de celles pas très précises, voire même un peu floues, comme la plupart des photos de la fin du 19e siècle, que nous avons sous les yeux. Il me boudine. Bien, d'accord. Je sais quand une chose me boudine. Oui, je suis complètement... Elle fixait toutefois fidèlement l'enchevêtrement des corps et l'architecture née de cette prise de lutte connue sous le nom de Half Nelson et entrejambes dans le texte. D'accord. Point final. Dans cette prise, le dominant est Joseph McCann, lutteur et champion de boxe, et la prise qu'il inflige à son adversaire atteste qu'il est potentiellement proche de la victoire. Mais Eakins, qui fut pourtant un très grand photographe du sport, ne se contenta pas de ce résultat et décida d'en faire un tableau, comme il le fit pour les rameurs ou pour les boxeurs. Écoutez le podcast numéro 55 donné en lien complémentaire. Il estimait en effet que par rapport à la photo, la peinture avait largement quelque chose de plus à dire. Ce qu'on a à dire est tout simple, on va dire franchement ce qu'on a sur le cœur. Ça peut se résumer en une seule expression, en un seul mot, assez suffit, terminé. Ce supplément de discours était évidemment l'apport de la couleur, que la photo ne reproduisait pas à cette époque-là. Mais pas seulement, il y avait aussi la maîtrise de la précision du détail, qui là aussi était difficile à fixer sur les photos d'alors. Et alors, quelles sont tes motivations? Ma motivation première, c'est surtout pour faire plaisir à une de mes tantes. Ah, c'est une motivation sentimentale. À l'évidence, le résultat lui donne raison, car la richesse de la palette employée dans la peinture des chairs est extraordinaire. Quant aux détails, on en appréciera l'ampleur dans les plis et le cordon du caleçon du lutteur debout à l'arrière-plan. On a trop tiré sur la ficelle et qu'à un moment donné, quand on tire trop, la ficelle casse. Voilà. Tout simplement. Alors on regarde tout à l'intérieur et puis un jour, et à un moment donné, ça explose. Ça explose. Et c'est l'explosion. C'est l'explosion totale. Cette œuvre fait donc partie de celles qui démontrent comment, à partir de l'invention de la photographie, la peinture a voulu rivaliser de réalisme avec elle, en devenant plus réelle que la réalité, surtout aux États-Unis et surtout chez Eakins, qui se définissait comme, je cite, un amoureux de la vérité optique. Aux Beaux-Arts de Paris, avec Léon Gérôme puis Léon Bonnat, deux grands maîtres du réalisme, Eakins avait appris à faire des esquisses extrêmement précises avant de commencer une peinture majeure. Il commença donc à copier la photographie de cette prise directement sur la toile, dans le but de clarifier les détails de la musculature qui ne lui paraissaient pas assez clairs sur la photographie. Deux versions de cette copie de photo existent aujourd'hui, l'une toujours à l'état d'esquisse conservée au Philadelphia Museum of Art et l'autre
montre celle-ci d'une précision extrême dans le détail des formes comme des couleurs. Point final. Par rapport à la photo qu'il prend, Higgins apporte quelques légers changements dans les positions des lutteurs, notamment au niveau de la jambe droite du dominé et de la tête et des épaules du dominant. Le principal intérêt de ce déplacement est d'harmoniser la posture par rapport aux autres figures que le peintre introduit dans la peinture et qui n'existaient pas dans la photo, à savoir à droite un arbitre en costume de ville et un autre lutteur debout observant la scène, et sur la gauche, dans le fond de la pièce, un rameur nu à l'entraînement, ajouté ici pour marquer la profondeur de champ de la composition. Oui, bon, je suis prêt à faire des efforts. Ce qui est nouveau ici est que Higgins peint uniquement le bas du corps des observateurs, pas le visage, dans un cadrage très moderne, sans doute souvenir d'une précédente photo qu'il avait dû faire en salle. On est à bout. On est à bout, hein. On est à bout. La courte ligne blanche au pied de l'arbitre représente la corde qui délimite l'arène de lutte. Alors que sur la photographie et sur l'étude initiale de la silhouette, les lutteurs étaient nus, car comme dans la Grèce antique et à Rome, la lutte était un sport qui se pratiquait dans le plus simple appareil, ils portent ici des caleçons de couleur claire, coupés très haut au-dessus des hanches. La pudibonderie religieuse imposait alors sa loi aux États-Unis et représenter un homme nu n'était pas du tout apprécié par les ligues de vertu. Écoutez notre podcast numéro 62. Elles pouvaient tout simplement, ces ligues de vertu, faire interdire l'exposition d'une telle toile. Par contre, bizarrement, une photo d'homme nu n'était pas perçue de la même façon. Elle veut une photo en uniforme. D'accord, oui, bon. Faut pas perdre de temps dans Oui. ces trucs-là, hein, parce que... Oui. Dans le domaine d'ailleurs de la liberté de reproduire des nus, soit dit en passant, rien n'est gagné. Oui. Ponctuation sonore, des chiens, le militaire et ça suffit. Charles Ives, 3 Places in New England, Boston Symphony Orchestra.